Bienvenue à l'espace, nous sommes réenchantés. Je vais vous faire la lecture de la légende du Trou des Fées, écrite par Jean Rémunat. Mais, Père François, voyons franchement là, vous ne me ferez pas croire que votre vieux cœur, quand il avait 20 ans, n'a pas un peu, comment dirais-je, un peu couru la prétentaine, quand quelques belles filles robustes et accortes se trouvaient par hasard sur votre chemin. Peut-être bien que oui, répondit le vieux François. Il y avait la Louise Jean Coton, une belle personne, nom d'un nom. Et gageons que vous l'avez aimée, cette Louise, reprend son interlocuteur. Je n'ai pas dit ça, marmotta le vieux misanthrope. Mais peut-être que sans cette satanée... Il s'arrêta court, ramassa son bâton noueux et s'éloigna lentement. Pendant que ce petit dialogue s'échangeait entre le vieux radoteur et le Pitt-Fontaine, assis tous deux derrière la cabane du père Joseph, le hasard m'avait amené sur le côté opposé de la vieille masure. Errant à l'aventure à travers les broussailles à la recherche de quelques gibiers imaginaires, après ce que je venais d'entendre, toutes mes ambitions de chasseur m'avaient abandonné et malgré moi, sans que je puisse réagir contre cette idée obsédante, le souvenir d'une vieille légende que j'avais entendue raconter jadis me revenait à la mémoire. Et tout le long du chemin, en retournant à ma demeure, toute la nuit, dans mes rêves, cette légende me hanta tellement que je décidai de l'écrire un jour. Si vous le voulez bien, amis lecteurs, malgré ma phrase chancelante et boiteuse, je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, en évoquant mes souvenirs d'enfant, les événements mystérieux qui ont créé la légende en question. Quand le voyageur quitte Montréal par la ligne du Grand Tronc, se dirigeant vers l'est, à une vingtaine de milles de la grande métropole, après avoir dépassé Belleuil, orné de blancs cottages, quand il a franchi le pont qui relie les deux rives du Richelieu, il entre dans un vrai nid de verdure. C'est Saint-Hilaire, endroit bien connu des touristes pour ses ombrages fleuris, sa montagne gigantesque, son lac, enchâssé dans les rochers comme un diamant dans son chaton de riche métal. L'étranger qui voit pour la première fois ce pays enchanteur s'arrête étonné de la poésie qui se dégage de tout ce qui l'entoure. Ce vieux château seigneurial, dernier vestige d'un passé disparu. Ces deux coquets villages qui, d'un côté, se déploient à l'ombre de la montagne et de l'autre, mirent leurs clochers dans les eaux limpides de la rivière. Ces riantes maisonnettes disséminées çà et là, tout cela le charme et le fascine. Et cependant, il n'a vu Saint-Hilaire qu'à la surface. Il ne connaît rien de ses charmes cachés. Il ne s'est jamais mêlé à sa population montagnarde, population vaillante et hospitalière, ayant un caractère particulier, des mœurs et des usages pour elle seule. Il ne s'est jamais aventuré dans les coupes profondes de la montagne, dans ces grottes caverneuses, dont l'une, la plus importante, porte le nom du Trou des Fées. C'est en vous transportant au milieu de cette population, chers lecteurs, c'est en vous conduisant à travers les sentiers rocailleux de la montagne que je vais essayer de vous faire connaître la légende que j'ai apprise bien jeune et que j'avais oubliée quand les paroles du père François, entendues par hasard, sont venues secouer la poussière qui recouvrait ses vieux souvenirs. Sur le côté sud-ouest de la montagne, à peu près à 600 pieds au-dessus du niveau de la mer, entre deux caps qui avançaient dans le vide, se trouve située la demeure des fées qui habitaient jadis cet endroit. 3 roches immenses, dont l'une placée en clé de voûte, en forment l'entrée.
Longtemps, les gens ont considéré ces rochers comme inaccessibles, et aujourd'hui encore, malgré qu'à l'aide d'échelles et de cordes, une expédition conduite par l'abbé Choquette, je crois, soit parvenue à atteindre la fameuse grotte, et qu'il y a quelques années, deux de mes amis, messieurs le duc, l'aient explorée. La majorité des paysans ne veulent pas admettre la chose et ont à cœur de conserver religieusement leur vieille croyance. Suivant cette croyance, 3 fées habitaient ces rochers et ainsi que les parcs antiques, chacune d'elles avait des fonctions particulières. Là s'arrête l'analogie, car au contraire des filles de l'Érèbe et de la nuit, elles ne filaient ni ne donnaient le coup de ciseau fatal. Elles se contentaient de distribuer des dons merveilleux à ceux qui écoutaient leurs sages avis et de punir les ingrats ou les imprudents qui leur avaient désobéi. À ces derniers, elles prodiguaient leur influence néfaste, les condamnaient à vivre dans la plus affreuse misère et les accablaient d'infirmités les plus repoussantes, et puis, quand ça ne suffisait pas à apaiser leur courroux, elle les attirait dans la montagne, leur faisait perdre leur route, et quand la nuit était venue, elle s'emparait d'eux et les précipitait au fond de leur sombre demeure, où ils agonisaient dans les ténèbres et l'épouvante, sous les yeux de la fée malveillante, au regard sinistre. Cette fée, dispensatrice de tous les maux de l'humanité, ne sortait de son trou que quand ses sœurs l'appelaient pour jeter un mauvais sort à quelqu'un. Les 2 autres, au contraire, erraient dans la plaine, pénétraient sous les toits sous forme de souris ou d'oiseaux. Elles accordaient des dons aux enfants, dont les jeunes mères avaient mérité leur bienveillance. Elles s'intéressaient à la jeune fille rêveuse, qui sent pour la première fois s'éveiller en elle les troubles de l'amour, au jeune homme soupirant vers sa belle, à l'épouse malheureuse, au mari que sa femme querellait. À tous, elle distribuait des dons, donnait des avertissements salutaires et malheur à ceux qui ne savaient pas leur plaire, car la fée méchante était toujours à leur disposition. Parfois, elle se faisait mendiante pour sonder les cœurs et à la porte de ceux qui ne donnaient pas, elle traçait un signe fatal. Les habitants devaient fuir au plus vite ce lieu maudit où la fée méchante ne devait pas tarder à passer. À ceux qui toujours savaient se concilier l'amitié de ces fées était réservé tout ce qui fait le bonheur ici-bas. Car l'une d'elles, par le seul pouvoir de son toucher, donnait la beauté, la santé, la grâce de la séduction. L'autre, par la puissance magique d'une fleur piquée dans sa chevelure soyeuse ou de son souffle parfumé, donnait le succès et les richesses avec le don le plus précieux du bonheur parfait. Mais invariablement, elle mettait une condition à l'efficacité de ses dons et une punition si cette condition n'était pas suivie. Les gens d'alors, ignorants et superstitieux pour la plupart, voyaient la main des fées partout. L'entrée d'un oiseau par la porte ouverte, l'arrêt soudain du tic-tac régulier d'une horloge, le vent ouvrant une fenêtre avec fracas pendant la nuit, tout cela annonçait la présence de quelques puissances occultes. Les moindres accidents journaliers revêtaient la forme d'événements importants, influents sur la destinée. On vivait dans l'inquiétude et le malaise. Seuls
Quelques malins, ne croyant nullement au merveilleux, mais se gardant bien de combattre la superstition qu'ils exploitaient habilement, dormaient sur leurs deux oreilles, comme les bons bourgeois d'aujourd'hui. Vers l'an 1850, au plus fort de cette époque superstitieuse, près d'un chemin rocheux, allant mourir sur le flanc de la montagne, dans une maisonnette assez propette, vivait une brave famille de bûcherons. Le père, Joseph Jean Coton, que les gens appelaient Joe la blague, parce qu'il aimait à rire, et aussi parce qu'il se permettait quelquefois d'inventer d'inoffensives petites farces, était sans contredit le meilleur des hommes. Il avait épousé la Luce Carignan, une bonne grosse paysanne qui lui avait donné sa Louise, son orgueil. Et il avait le droit d'être fier, le vieux Jean Coton, car c'était un beau brin de fille que cette Louise. À l'heure où commence ce récit, elle avait 20 ans, et il n'y avait pas une seule fille dans la paroisse, pas une seule fille, qui pouvait rivaliser de beauté avec elle. Aussi, quand à la porte de l'église elle arrivait, toute pimpante, la tête enveloppée dans un fichu de soie rouge, qui faisait ressortir la blancheur de son cou satiné, et tranchait sur la masse de son opulente chevelure noire, quand elle s'avançait coquettement, en cambrant sa taille, souple, donnant de l'ampleur à sa poitrine parfaite. Tous les gars, un peu faraos, cherchaient à attirer son attention. Mais elle passait fière, et personne n'osait lui parler. Quelquefois, elle venait accompagnée d'un grand nigaud qu'on appelait le beau François. Ce François passait pour être le prétendant de Louise. Il s'était connu enfant et avait été élevé comme frère et sœur. Les parents des deux jeunes gens caressaient depuis longtemps le projet de les unir un jour et ne leur avaient pas caché leur intention. Du côté de François, il n'y avait pas d'obstacle, bien au contraire. À mesure que Louise avait grandi, son amour de frère s'était transformé en un sentiment plus violent et il l'aimait quand même les déshérités de tout ce qui ne possède qu'une seule joie au monde, se dévouer pour un être adoré. Chez Louise, la transformation qui s'était opérée dans le cœur de François n'avait pas eu lieu. Il continuait à être pour elle son petit frère, comme auparavant. Elle ne croyait pas sérieuse l'idée de ses parents de la marier avec ce grand niais qu'elle s'amusait à taquiner fraternellement. Cependant, François allait assidûment chez Louise, bien accueilli par les vieux. Il l'était également par Louise. Son rêve se serait peut-être réalisé si le hasard n'avait placé sur le chemin de la jeune fille un autre jeune homme qui devait à jamais fixer sa destinée. C'était au dernier jour du carnaval. Les bons paysans se hâtaient de se divertir avant le carême, et le soir du lundi gras, il y avait grand bal chez Pierre Carignan, l'oncle de Louise. Le père Jean Coton et sa femme y accompagnèrent leur fille. François, à son grand regret, ne pouvait lui servir de cavalier à cause d'une blessure qu'il s'était faite au pied en bûchant son bois, ce qui l'obligeait à rester à la maison pendant que tout le monde était en liesse. On se rendit de bonne heure chez le vieux Pierre, car les parents et quelques amis intimes devaient souper avant l'arrivée des gens du bal. À table, Louise se trouva placée à côté d'un joli grand garçon à l'air aimable et audacieux. Ce jeune homme s'appelait Paul Had. Son grand-père, d'origine allemande, servait dans l'armée anglaise quand il vint au pays. Et après la conquête, il s'établit à Québec, se maria avec une Canadienne française
et eut plusieurs enfants, dont l'un, le père de Paul, vint s'établir sur les terres de Jacques Larivière. C'est là que Paul était venu au monde et qu'il avait été élevé jusqu'au jour où on l'envoya au séminaire de Québec. Ses parents voulaient qu'il se fît prêtre. Mais lui, se sentant des dispositions irrésistibles pour la vie mondaine, un jour faussa compagnie à ces messieurs les abbés et arriva chez son père, gai et alerte comme l'oiseau qui a pu s'échapper de la cage où l'on l'avait enfermé et qui respire enfin l'air de la liberté. Depuis près d'1 an qu'il était revenu dans la famille, Paul n'avait pas encore décidé sa vocation. Il passait son temps à la recherche d'aventures de toutes sortes, ce qui lui avait valu la réputation de mauvais sujet. Mais comme il était joli garçon, instruit et bien élevé, et qu'il savait se ménager adroitement des intelligences, tout le monde l'accueillait bien. Pendant le repas, Paul fut très empressé auprès de Louise, lui fit 1000 galanteries, si bien que la jeune fille commença tout de suite à l'aimer. Dans cette nature inculte, possédant bien les qualités et les défauts de son sexe, toutes les tendresses cachées, toutes les passions endormies ne demandaient qu'une occasion pour se manifester. Paul Had était bien l'homme qu'il fallait pour fournir cette occasion. Ils dansèrent ensemble une partie de la nuit, et quand ils se quittèrent, au moment où l'aube blanchissait l'horizon, Louise fit promettre à son danseur qu'il irait la voir quelquefois. L'hiver passa. Louise était triste. Elle avait parlé à son père du beau Paul. Et son père s'était fâché, déclarant qu'il mettrait ce grand Flandrin à la porte s'il venait. Voyant cela, la pauvre jeune fille en avait averti son amoureux. Il fallut bien qu'ils se contentassent d'échanger quelques paroles le dimanche en sortant de l'église. Paul dévorait son affront en silence et se promettait bien de remuer ciel et terre pour posséder cette belle fille et se venger en même temps du vieil idiot, comme il l'appelait. Quand le printemps fut revenu, il chercha toutes les occasions pour la rencontrer, et un beau jour, le hasard le servit à souhait. Louise ramassait du cresson dans un bois appelé le domaine, quand sa bonne étoile le fit passer par là. Louise, en l'apercevant, jeta un cri de joie, courut à lui et se jeta dans ses bras. Ce qui se passa entre eux au cours de cette rencontre, nul ne pourrait le dire. Mais toujours est-il que le soir, quand elle revint à la maison, une transformation s'était opérée chez la jeune fille. Tout en préparant les aliments pour le souper, elle chantait de joyeux refrains. Et à table, quand elle fut assise en face de ses parents, elle leur jeta à la dérobée des regards de défi. Tout en elle révélait une joie secrète qui ne pouvait être provoquée que par l'assurance qu'elle avait sans doute d'être bientôt unie à son amoureux. Le lendemain de ce jour, il y avait nombreuses réunions chez le père Joe Lablague. Tous les plus fameux conteurs d'histoire se trouvaient là, et la conversation roula sur les loups-garous, les chasse-galeries, les feux follets et surtout sur les fées de la montagne. L'un des voisins, le gros Toine Pion, raconta que son père avait bien vu, lui, une de ces terribles fées. Elle se lavait dans le ruisseau du père Moïse, l'arrivée, quand il l'avait surprise. Elle paraissait vieille et toute ridée, et... « Vieille et toute ridée ?» interrompit le père Charles, qui ne manquait jamais de renchérir sur les autres. « Tort, non! Ce n'était pas celle que j'ai vue, foi de Charles Collat. Elle n'était pas ridée, celle-là, Batèche, la belle femme! » Interloqué, le gros Toine se taisait. Après une pause, le père Charles raconta dans quelles circonstances il avait vu cette belle fée. Il n'était qu'un morvaillon d'une 12aine d'années alors, et un jour sa mère l'avait envoyé au Bleuet, sur la montagne. Il n'avait pas été chanceux,
Toute la journée, il avait erré sur les hauts plateaux sans trouver beaucoup de fruitage, quand vers le soir, il tomba dans une bonne talle. Désireux de remplir ses vaisseaux, la nuit vint sans qu'il s'en aperçût, et quand il voulut regagner son logis, il perdit sa route. Il erra jusqu'à ce qu'arrivé sur un cap coupé à pic, force lui fut de s'arrêter. N'osant s'avancer ni reculer, dans la crainte de se jeter dans quelque précipice, il s'assit au pied d'un sapin, décidé à attendre le jour en cet endroit. Il se tenait là depuis de longues heures, ne pouvant dormir à cause de la peur qui le faisait trembler au moindre bruit. Tout à coup, il sentit le rocher vibrer sous lui. Son oreille crut percevoir des plaintes venant de quelque caverne infernale. Des chants y succédèrent bientôt. Des voix suaves, se modulant et se déroulant en infinies vibrations, remplirent l'espace, et des lumières dansèrent çà et là dans les ténèbres. Charles se sentait séché d'épouvante, serrait d'une étreinte désespérée le tronc du sapin près duquel il se trouvait et croyait sa dernière heure venue. Fendant brusquement les ténèbres, une femme émergea du manteau de la nuit et se présenta au regard terrifié de l'enfant. Cette femme, d'une beauté si parfaite qu'elle ne pouvait être comparée à aucune beauté humaine, était vêtue d'une longue tunique lumineuse et transparente, à travers laquelle on pouvait saisir les moindres contours de ses formes irréprochables. « Ne crains rien, » dit-elle en s'avançant vers Charles. « Tu es le fils de la bonne Nanette, la femme du père Lajoie. J'ai présidé à ta naissance et j'ai veillé sur tes premiers pas. Retiens ce que je vais te dire. Si tu suis toujours ces conseils, tu vivras heureux et content. Tu es bien bâti, continua la fée. Tu feras un homme. Je veillerai à ce que tu deviennes joli garçon, pour plaire à quelque belle fille honnête et bonne, qui sera la joie de ta vie. Mais défie-toi de te laisser entraîner par quelque pain-bêche sans cœur ni honneur, car tu t'en repentiras amèrement. Sois bon pour tes vieux parents, pour ta mère qui un jour, que je me présentais en mendiante à sa porte, m'accueillit bien et m'offrit l'hospitalité. Ne dis jamais de mal des fées. Elles ne sont méchantes que pour ceux qui font du mal ou se moquent d'elles. Si tu te conduis bien, si tu tiens compte de mes sages avis, tu seras le plus chanceux des hommes. Maintenant, il faut que tu retournes chez toi, car tes parents pourraient s'inquiéter si tu ne rentrais pas cette nuit. Et puis minuit va bientôt sonner. L'heure de la célébration de nos mystères approche. Il ne faut pas que tu assistes à ce spectacle. Cela te porterait malheur. La fée se tut et sembla se recueillir un instant. Enfin, elle étendit la main vers le firmament, constellé d'étoiles, et l'une d'elles, se détachant de la voûte céleste, vint s'y poser. La fée lui parla dans la langue des esprits, et l'étoile, de suite, prit la forme d'une chaise empaillée, dont les 4 poteaux illuminaient brillamment la nuit. La fée fit asseoir Charles sur cette chaise magique, et vlan! Il se trouva transporté chez lui. Pendant le récit du père Charles, Louise avait souri plusieurs fois. Quand il eut fini, elle éclata de rire. « Comment, mademoiselle Louise? » dit Charles. « Vous riez de ça? Ah, vous en ririez point si vous aviez, comme moi, vu de vos yeux, vu comme je vous vois, ces terribles fées. Ils m'ont pourtant fait que du bien à moi. J'ai toujours bien réussi. J'ai marié la Marie Ménin, une belle personne qui m'a donné de la joie.
Aujourd'hui que je suis vieux, j'ai du bien sous mes pieds, et je peux finir mes jours en paix. Mais je n'ai jamais ri d'elle, moi, parce qu'il paraît qu'ils n'aimeraient pas ça. Je m'en moque, répliqua la jeune fille. Les fées n'ont jamais existé, vous avez rêvé, père Charles. Prends garde, Louise, dit sa mère, on ne plaisante pas avec ces jeteuses de sorts, et si tu continues, il pourrait bien t'arriver malheur. M'arriver malheur? Voyons, maman, vous riez de moi. Je défie bien toutes les fées de la terre de me faire quoi que ce soit. François, qui se trouvait là lui aussi, et qui avait écouté attentivement le récit du père Charles, la regardait ahuri. Tout le monde était consterné. On croyait que la pauvre fille devenait folle. Le lendemain, Louise partit dans l'avant-midi pour aller cueillir des cerises près de la montagne. Elle ne revint jamais. On la chercha partout, sans résultat. La mère de la jeune fille fit dire des messes pour le repos de son âme. Son père, dans un accès de rage, adressa des menaces aux terribles fées. Il voulut démolir leur antre primitif. Puis il se calma. Sa fille avait provoqué leur colère. Elle avait mérité le châtiment. François, lui, devint presque fou de douleur. On le surprit un jour chez lui, chargeant jusqu'à la gueule un vieux mousquet. Il voulait, disait-il, faire sauter la montagne avec cette machine-là. Quoique le mystère entourant cette disparition soit toujours demeuré inexpliqué, il n'est pas malin de deviner que Louise, enlevée par son amoureux, est allée fonder avec lui une nouvelle famille, sous d'autres cieux. Mais pour ces pauvres gens naïfs, Louise avait été condamnée par les fées à finir ses jours au fond de leur caverne. Et aujourd'hui encore, demandez aux vieux montagnards s'ils ont entendu parler du malheur arrivé à Louise Jean Coton, et vous verrez ce qu'ils vous répondront.